Avant de commencer, soyons clairs, je n'ai rien contre le MMA ni contre l'UFC. Par contre, je ne vais pas me gêner pour être un petit peu piquant par moment et en critiquant l'organisation. Voilà. De plus, si vous êtes particulièrement sensible à certaines images chocs, sachez qu'il y a beaucoup de traumatisme crânien dans cette vidéo. Juste au cas où. Salut, j'ai 3 questions pour vous. Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous aimez les ligues sportives en 3 lettres? Et surtout, plus important, est-ce que vous aimez la bagarre? Eh bien, félicitations, en 2025, vous êtes probablement fan de l'UFC, la structure incontournable du MMA. Pas ça, presque. Oui, ça. Le MMA Kesako. Ça veut dire arts martiaux mixtes. On prend tous les arts martiaux, on secoue bien fort, et ça fait du MMA. Ok, maintenant si vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, mais quand même plus proche des 30 que des 20, vous avez dû commencer à suivre l'UFC pendant la rivalité entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Une rivalité tellement épique et personnelle qu'elle a quitté la bulle du MMA. Si vous aimiez un petit peu le sport à ce moment-là, vous en avez forcément entendu parler. Tout le monde avait son préféré, que ce soit le rouleau compresseur du Daghestan ou l'homme qui a transcendé son sport avec sa grande bouche et sa patate gauche venue d'ailleurs. Mais cet UFC 229, ce 6 octobre 2018, ce Khabib contre Conor, c'est la consécration de l'UFC, la grande messe qui confirme son statut de ligue majeure du sport de combat international, pas le processus qui l'a fait sortir de son âge sombre. Pour ça, il va falloir faire un petit retour en arrière pour comprendre comment on est passé d'un sport et d'une UFC à l'agonie à la ligue la plus dominante des sports de combat. Comment l'UFC est devenu le sport préféré des cours de récré, de collège et de lycée, c'est parti, c'est maintenant. Quand le désormais célèbre Dana White et ses potos, les frères Fertitta, achètent la promotion d'un martiaux mixte, elle est en pleine galère, notamment parce que le sénateur républicain de l'Arizona, John McCain, Coricain tu meurs. Ouais, c'est lui là. Il ne voit derrière le MMA qu'un sport de Gaulmont ultra violent. Et c'est pour ça qu'il a passé la deuxième moitié des années 90 à essayer de lui faire la peau. Et notamment à sa ligue majeure aux USA, l'UFC. Bah oui, parce qu'il fallait essayer de tuer le bébé dans l'œuf. Bon, après à l'époque, on peut pas totalement lui donner tort. Dans les années 90, le MMA il est encore en plein rodage. Et les règles elles sont pas encore bien claires et définies. Au début, il faut rappeler que par exemple, il n'y a pas de catégorie de poids. Chose qui est impensable aujourd'hui. C'est pourquoi pendant longtemps en France on parlait pas d'arts martiaux mixtes, on parlait plutôt de free fight. Le terme MMA, il arrive vraiment en France au début des années 2010. Avant ça, on est plus proche de l'image de Fight Club ou du KOTS que de la réputation du noblard. C'est une image qui infuse vraiment dans la culture mainstream de l'époque. Genre dans le premier X-Men, quand Malicia rencontre Wolverine, Logan fait du MMA dans un bar tout crado, un peu bizarre, et dont j'ose à peine imaginer l'état des chiottes. Il est pas dans une fédération mineure ou une ligue un peu paumée. Logan, il fait des combats clandestins, et donc du MMA. Mais revenons plutôt à notre ami John McCain, parce que c'est lui qui donne cette image au MMA pendant des années. Johnny part en croisade en 96 contre ce qu'il qualifie de combat de coq humain et sa ligue majeure aux USA, l'UFC. Et il va presque réussir à le faire le bougre, puisqu'après seulement quelques années d'existence, l'UFC est en faillite avec un petit panneau à vendre sur la pelouse. C'est là que Tonton Dana et ses potes entrent en scène en 2001. Ils rachètent l'UFC et commencent un grand chantier d'assainissement du sport. Cette recherche de respectabilité, elle va amener Dana White à révolutionner l'UFC, d'abord sur un point de vue sportif, en faisant évoluer les règles de sa fédération. L'objectif étant que le sport paraisse moins violent. C'est de là que vient le bannissement des fameux coups de coude 12-6, jugés trop violents, trop destructeurs, enfin, voyez par vous-même, ou bien à la fin des pénaltys dans la gueule quand un bouc est au sol. Grosso merdo, tous les points soulevés par John McCain et les médias pour dépeindre le MMA comme un truc de sauvage et de lâche, ça dégage. Alors soyons clairs, sur le point de vue sportif, je vous fais la version courte, déjà parce que j'ai pas envie de faire un rapport exhaustif de tout ce qui a changé, et parce que je ne m'y connais que humblement. En vrai, ça prendrait un temps de baiser. Mais si par hasard vous passez par là et que vous voulez à tout prix nous expliquer ce qui a changé dans le MMA en l'espace de 30 ans, bah, comme dirait l'autre, lâchez-vous! Mais en faisant ça, Dana White il va se débarrasser que de la moitié du problème. Parce que bon, il fallait se débarrasser de la pression médiatique, mais surtout, il faut s'en servir pour mettre en lumière son produit, l'UFC. Parce que ce que vient de faire notre bon vieil ami John McCain en essayant de faire disparaître de la surface de la Terre l'UFC, c'est un truc vieux comme le monde et qui est incroyablement connu aujourd'hui, c'est l'effet Streisand. Tu veux que ça disparaisse? Paf, on va le faire connaître. Oh non, ne regardez pas l'UFC, c'est beaucoup trop violent, ça va pervertir la jeunesse. Je sais pas vous, mais moi, quand on me dit ça, j'ai d'un coup très envie de regarder. Une petite curiosité morbide naît en moi, et j'ai d'un coup envie de regarder 2 gars, dans une cage, réduire leur espérance de vie. Le tout en live, pour l'amour du sport, pour une poignée de dollars. Cet afflux de curieux, ça va amener un problème de taille. Il faut en faire quelque chose. Avoir un produit, oui on parle toujours d'une ligue sportive, un produit télégénique et qui répond aux attentes de ce nouveau public. Avoir des combats violents,
mais propre, avec des gros moyens techniques et une belle production dans un cadre plus professionnalisant. Cette refonte du produit, ça va amener des changements dans le langage de l'UFC. Par exemple, en fonction de qui on s'adresse, on va pas forcément parler de la cage, on va plutôt appeler ça l'octogone. Le terme de la cage, il y a un terme assez animal, ça me déplaît. Cette euphémisation de la violence et même du positionnement du sport passe aussi évidemment par la mise en place d'éléments de langage qui vont être très importants. On le rappelle, mais évidemment, l'objectif, c'est de rendre le sport moins violent. Ou du moins qui paraissent moins violents, sans supprimer la violence. Boxing is more dangerous than MMA. Oh, how could you say that when they jump on you and they hit you on the ground when you fall? I will argue with you that that's safer than you knocking me out. Bang! They count to 8 or 9 and they say go back and fight more. And then you continue to punch me in the head when I'm still concussed. In MMA, when you get knocked out, the guy jumps on you, boom, boom, fight's over. Voilà. Vous voyez cet argument ? Le MMA serait moins dangereux que la boxe parce qu'on arrête les combats plus vite. Un argument qui est vraiment au doigt mouillé, sans études pour l'appuyer. De l'autre côté, les études du Dr Bennett Omalu, dans un sport que je connais quand même vachement mieux, le foot américain, montrent que les KO et les mecs au sol, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Le problème, c'est vraiment tous les chocs répétés à la tête pendant des années. Donc en gros, la pratique intensive comme mode de vie. Le sport professionnel en fait. On va pas rentrer plus que ça dans un débat scientifique sur les commotions cérébrales, mais en gros, pas besoin d'être en PLS et d'avoir les bras qui font les carambars tout dur pour subir une commotion. À partir du moment où on a le cerveau qui fait boing boing dans la boîte crânienne, ça pue du cul. Cet argument, il a été créé par l'UFC pour arrondir les angles et rendre acceptables certaines séquences et certains chocs ultra violents qui refroidissaient tous les médias avant. Il est maintenant relayé par tous les ambassadeurs du sport. Donc ici par Daniel Cormier, qui est ancien double champion de la promotion, mais aussi son interlocuteur, Joe Rogan, commentateur historique de l'UFC et accessoirement plus gros podcasteur du monde. Ouais, c'est pas mal pour relayer une idée quand tout le monde est pote. Ça coûte beaucoup moins cher. Pour appuyer mon propos, j'aimerais aussi vous montrer cette séquence de l'équipe du soir. Je dis ouais parce que c'est un sport, j'y arrive pas quoi. Je suis gêné, je trouve ça d'une violence parfois sans nom. J'ai regardé un peu du combat de Saint-Denis quand j'ai vu sa tête, l'arbitre n'arrêtait pas. J'en étais malade quoi, je trouvais ça dangereux. Et je trouve que quand il y a un mec qui est KO et que vous arrivez sur lui, coup de genou, coup de poing comme ça, comme un coup de marteau. Les marteaux. Putain, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce sport quoi. Et j'ai vraiment du mal et je zappe, j'arrive pas à regarder. La position du journaliste Guillaume Dufy, c'est une position qui était encore majoritaire il y a 10 ans et qui était même hégémonique il y a 20 ans. Mais maintenant, voyons voir comment Doumbé lui répond. Les deux dedans. En fait, je comprends et vous avez totalement raison, c'est très violent. C'est très violent, c'est brutal. Et tout ce que vous avez dit est vrai. Mais quand on s'arrête simplement à ça, quand on arrive, on n'y connaît rien, on ouvre la porte et on voit deux personnes dans une cage, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est exactement pareil que si on prend deux personnes dans la rue qui se rentrent dedans et qui se plaquent au sol en essayant de s'arracher un ballon. C'est exactement la même chose, on ne comprend pas. Mais quand on comprend qu'en fait, non, c'est du rugby, on arrive dans un stade, il y a des règles précises, on a le droit de plaquer à telle hauteur, on a le droit de faire telle ou telle action qui a l'air violente mais qui ne l'est pas en fait. C'est pareil pour le MMA, il faut juste être initié. Alors que Guillaume Dufy oppose un dilemme moral à l'existence du MMA, avec notamment le ground and pound ou bien les coups de coude qu'il estime trop violents, Doumbé lui répond que le sport est certes brutal, mais que c'est surtout parce qu'il n'a pas les clés pour comprendre la profondeur technique du sport qu'il regarde. On en revient encore à la rhétorique de Cormier et de Joe Rogan. Le sport est moins violent que les autres, vous n'avez juste pas le bagage pour le comprendre. On voit bien dans ce genre d'extrait qu'on glisse constamment sur la question de fond. Les sports de combat, de manière générale, c'est ultra violent. On est tous au courant. Mais comment on accepte si facilement des images aussi violentes de manière si banalisée ? Je garde cette question volontairement en suspens, ainsi que la suite du développement de Cédric Doumbé, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. À base d'arguments comme ça, l'UFC va réaliser un véritable travail de fond pendant des années, du damage control réalisé sur le temps long. Le damage control, c'est la spécialité des ligues sportives qui ont des coups répétés à la tête au milieu des années 2000. La NFL va faire la même chose mais avec beaucoup plus de moyens. Et il faudra attendre des années avant de prendre au sérieux le sujet des commotions cérébrales dans le foot américain. Alors que voilà quoi. Pas besoin d'être médecin je pense. D'ailleurs, sur une note plus légère, pendant des années, Dana White, dans sa quête de respectabilité, apparaissait en costard. Regardez, il a même des cheveux. C'est trop chelou à regarder aujourd'hui. Pour moi, Dana White, c'est un mec chauve en t-shirt. Bon, je pense qu'on a assez parlé de relations publiques. Maintenant, si on veut continuer à parler de l'évolution de l'UFC, il va falloir qu'on parle de son modèle économique. Vous êtes prêts ? Non ? C'est pas grave. En France, on regarde les soirées de l'UFC via un abonnement sur une chaîne cryptée type RMC Sport. Faut payer un abonnement qui donne un accès à tout un tas de chaînes, dont celle qui diffuse l'UFC. La base quoi. Aux USA, les soirées numérotées de l'UFC, par exemple l'UFC
312 là qui va arriver un jour ou l'autre sont disponibles en pay-per-view, PPV, payé pour voir. Donc en gros, regardez, je m'appelle Michael, je deviens Michael en live. Hop, je suis Michael, j'habite dans le Kentucky et je veux regarder l'UFC, je sais pas, 72, eh bien je dois payer $80 pour accéder au visionnage de l'événement. C'est comme ça que ça marche. Pour nous, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est les États-Unis, faut pas trop chercher à comprendre. Ils adorent payer des trucs, après nous dire qu'ils payent moins d'impôts. À l'époque, le pro de la vente de pay-per-view, c'est peut-être un truc que vous avez oublié, ou bien vous en avez des vagues souvenirs. Attendez, je vais vous aider. Undertaker, t'as envoyé mon meilleur copain à la retraite, je vais te péter la gueule. Ok, mais comment tu vas me casser la gueule alors que je suis invaincu à WrestleMania? C'est moi qui vais te casser la gueule, mon pote. T'es peut-être invaincu à WrestleMania, mais moi j'ai un gros marteau. C'est moi qui vais te casser la gueule, mon gars. Ça sera la fin d'une ère. Les fans sont atterrés. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe. C'est parti, on va parler de catch. La WWE, c'est la fédération de catch la plus populaire. Encore aujourd'hui. Et là, je vous fais pas une comparaison hasardeuse, le MMA va vraiment s'inspirer du spectacle, de la mise en scène et du storytelling du catch pour devenir plus accessible et engageant auprès d'une audience de néophytes. Parce qu'on va pas se mentir, au début des années 2000, pour suivre avec assiduité le MMA et l'UFC, faut être un zinzin de sport de combat ou être attiré par le côté extrême du sport. Vous avez dit aussi la cage. La cage, ouais. Non, mais moi, je trouve que la cage... Pardon, ça fait du bien. Non, mais je trouve que c'est une idée de génie. Ouais. Pour positionner le sport. Mais peut-être. Non, mais il y a quelque chose côté, qui traduit une hyper-violence. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une scénographie. L'UFC va donc s'inspirer d'une autre discipline de niche qui a réussi à briser le plafond de verre pour devenir mainstream aux États-Unis, le catch. Cette inspiration, elle transpire à travers l'écran. C'est même d'ailleurs ce qui fait le sel de l'UFC aujourd'hui. Les gros stages d'entrée, même si ça a disparu entre-temps, la pyrotechnie, les confrontations au micro, les ceintures qui ressemblent à des jouets, les musiques pendant les entrées. I picked a lot of the songs for a lot of these guys to walk out to. Yeah. Do some of them just not want to pick it? Some don't even give a fuck. Bon, vous voyez le tableau. Certains combattants de MMA de nos jours n'ont rien à envier au charisme de Randy Orton, Jon Moxley ou Kazuchika Okada. L'UFC puise son inspiration dans le monde du catch pour deux raisons. La première, on l'a déjà dite, c'est parce que la WWE maîtrise beaucoup mieux le modèle économique des pay-per-view que l'UFC. Et la deuxième raison, c'est que le concurrent principal de l'UFC, Pride, une fédération japonaise de MMA, s'inspire du catch depuis bien longtemps. Parce que ça peut paraître improbable pour le plus grand nombre, mais le développement du catch et du MMA au Japon sont extrêmement liés. Le catch japonais d'Antonio Inoki, sacrément ton monsieur, le fondateur de New Japan Pro Wrestling, en est la parfaite illustration. En 1976, il organise un combat avec Muhammad Ali où ils doivent s'affronter dans leur style de combat respectif. La team Ali y est allée en pensant que c'était un show de catch avant de se rendre compte que Inoki était très sérieux. Ils ont donc arrangé les règles à la dernière minute et ça donne ça. Antonio Inoki qui fait l'anguille sur le dos pour avoir le droit de donner des coups de pied et Ali qui essaye de faire de la boxe anglaise contre un mec par terre. Ce truc, parce que je sais pas comment le décrire, est vu par 1,4 milliard de personnes en simultané, en live. Comme quoi on n'a pas attendu Jake Paul pour faire des combats scam. Donc ce mec, Antonio Inoki, le papa du puro wrestling moderne, donne naissance à ce qu'on appelle le strong style, un style de catch très martial et sportif. Faut taper dur et il faut que ça fasse vrai. On se concentre sur des coups bien vénères et le fighting spirit, ne jamais rien lâcher. C'est un peu l'esprit shonen finalement. Les élèves du grand Inoki comme Minoru Suzuki ou bien Funaki vont fonder les premières fédérations de MMA au Japon comme le Pancras ou bien le Shuto, qui sont d'ailleurs des mix étranges avec le puro reçu. En gros, c'est du MMA mais avec les règles du catch. Genre, si t'es pris dans un étranglement, là, si t'attrapes la corde, on arrête. Ce qui explique pourquoi les mises en scène du Pride et de New Japan Pro Wrestling se ressemblent autant. Sans le vouloir, le catch japonais est un petit peu le papa du MMA japonais. Et vous me direz pourquoi c'est important? Eh bien parce que dans un premier temps, Dana White va s'inspirer du Pride et reprendre ses codes pour essayer de les appliquer à l'UFC. Sauf que, à vouloir imiter quelque chose bêtement, eh ben on en est une pâle contrefaçon. Et les gens vont toujours regarder l'original plutôt que la copie. Puis bon, après, faut aussi parler des avantages qu'avait le Pride, notamment ne pas avoir une presse qui leur défonce la gueule tous les matins, qui fait passer ton sport pour un truc d'immense débile, et que de toute manière, ils tiennent pas non plus le catch en haute estime, hein, mépris de classe, TMTC. C'est Linda McMahon qui est l'ancienne patronne du catch américain et qui va être la nouvelle ministre de l'Éducation nationale de Donald Trump. Des personnages comme ça, qui sont des personnages de spectacle, ça dit beaucoup de la déliquescence de nos sociétés. Oui, d'accord, c'est un clown qui vient du catch, mais il y a tellement plus à dire, Sandrine. Du genre, elle a déjà été ministre sous Trump et c'était une calamité.
Ou bien elle est tellement réac qu'elle veut interdire le mot gay dans les programmes scolaires. Mais bon, j'imagine qu'on va s'en tenir à un haussement de sourcils méprisant et à juste à dire que c'est une clown qui vient du catch. Ce qui nous amène au moment où l'UFC s'est dit que plutôt que d'essayer de copier un produit japonais qui reste quand même un truc télévisuel assez niche, ils allaient plutôt copier un truc qui a réussi à devenir mainstream. Oui, parce que redonnons un petit peu sa couronne à César, au début des années 2000, la WWE, ça sort des années 90, ça vend en poupe, c'est extraordinaire, tout le monde kiffe, c'est un peu l'âge d'or. Et accessoirement, Vince McMahon a réussi à en faire un produit international qui cartonne. Donc, s'il y a bien un mec sur qui il faut peut-être copier, c'est peut-être lui. J'espère que Dana White n'a pas tout copié sur Vince non plus. Vous voulez des exemples? Tout d'abord, l'importance des rivalités pour garantir la pérennité de sa fédération. De meilleur ami à pire ennemi, il n'y a qu'un pas. Et c'est l'histoire que nous racontent tout aussi bien Edge et Christian à la WWE puis chez AEW, ou bien Colby Covington et Jorge Masvidal à l'UFC. Ces rivalités peuvent s'étaler dans le temps, générer de l'attente, pour finir dans un main event acheté par des millions de personnes. Bien construit, c'est de l'argent facile. Dana White va aussi très bien comprendre que les confrontations en amont renforcent l'animosité et donc l'attente pour les combats. Pour ça, la rivalité entre notre bon vieux pote Daniel Cormier et John Jones n'a rien à envier aux échanges au micro qu'on a pu avoir avec CM Punk et Chris Jericho. You're like a crackhead with a suit on. I could look like a crackhead with a suit on, but I've never been a crackhead like you, though. Your father is an alcoholic. Alcohol is in your blood, punk. On va sur des terrains très personnels et on essaye de blesser. Ce que l'UFC va récupérer de la WWE, c'est sa façon de créer du drama pour impliquer son audience. Jusqu'à Dana White lui-même entre Lidl et Ortiz. Une des rivalités fondatrices pour l'UFC Made in Dana White. Autre scénario de storyline, le passage de flambeau. Anderson Silva qui adoube Israel Adesanya, c'est comparable au dernier The Rock John Cena, l'ancien visage de la compagnie qui met son successeur sur le toit du monde avant de disparaître. Et oui, je sais, hein, le catch c'est scripté, je pense qu'on est tous au courant, ça fait 20 ans qu'on est au courant. Mais quand vous achetez votre pay-per-view à $80 aux États-Unis ou bien que vous le regardez même ici sur AMC Sport, vous achetez plus un combat en fait, vous achetez une histoire dont vous allez découvrir le dénouement à la Chicken Wings Arena de Las Vegas à 4h du bar. Et c'est ça qui est vraiment important dans le catch ou dans le MMA, c'est comment générer de l'attente au-delà du seul enjeu sportif. Parce que si on n'a que des rivalités sportives, pourquoi on suivrait l'UFC au quotidien ? Pour voir le classement bouger tout seul de semaine en semaine pour des raisons aléatoires, parce qu'on sait pas ce que le booker a bouffé entre temps, non, le café était peut-être un peu serré ce matin. Regardez, le Pride a essayé, ça n'a pas marché. Je vous propose de revenir une seconde sur notre duel de l'équipe du soir. Pousser la porte, c'est l'inconnu en fait qui fait peur. Une fois qu'on a poussé la porte, qu'on apprend les règles, qu'on voit en fait l'aspect technique qu'il y a derrière tout ça, on se dit, en fait, c'est pas juste des deux. Non, mais sur l'aspect technique, je vous entends parce que je le conçois parfaitement et effectivement, mais c'est le côté, vous avez dit, à la fin là, ouais, vous avez... Doumbé, qui est en pleine galère pour convaincre Guillaume Dufy, lui propose ça. Ou alors de suivre, même de regarder une vidéo, de suivre un athlète qui prépare un combat, notamment sur une plateforme très connue, une vidéo de Conor McGregor. On voit où il part de rien du tout avec sa femme, ses enfants. Il s'entraîne, il fait des combats dans des petites organisations pour arriver au top du top. Et en fait, vous aurez une vision totalement différente de ce sport quand vous allez comprendre en fait et quand vous allez vous impliquer vraiment. Donc, comme il n'arrive pas à le convaincre à travers le sport, il veut lui faire voir une série documentaire pour qu'il accroche au MMA. Une histoire qui romantise le sport et l'humanise grâce à la success story de Conor McGregor, le prolo irlandais qui va devenir le messie de l'UFC. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, on n'affronte pas la brutalité du sport. On la rend acceptable en l'associant à une belle histoire. Le sport, c'est des belles histoires. Et grâce à ça, on peut faire accrocher n'importe qui à n'importe quel sport. Même le golf. Ou, je sais pas, le tennis. À votre avis, il y a plus de gens qui s'inscrivent au tennis après une victoire de Roger Federer ou après Challenger. Le secret dans ce business, c'est le storytelling. Mais Dana White ne s'est pas arrêté là quand il a copié sur son petit voisin Vince McMahon. La WWE a toujours été très forte pour créer des ponts entre sa discipline et les autres sphères du divertissement. Parce que comme le dit si bien l'adage de la com, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant, on s'en fout. En sachant ça, la WWE a commencé il y a très longtemps à faire venir des stars comme Cyndi Lauper, Mr. T, Mike Tyson, voire même Donald Trump. Oui, la WWE, l'UFC et Donald, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. Mais rassurez-vous, il y a aussi des gens plus cool comme Johnny Knoxville de Jackass. Ça, c'était fun. C'est donc toujours avec cet objectif de démocratiser le catch qu'en 2001, Vince McMahon et la WWE lancent sur MTV, la chaîne de la télé-réalité, une émission qui s'appelle Tough Enough. C'est ce qu'on appelle du marketing de contenu. Un programme qui a son intérêt propre pour l'audience ciblée, mais qui à terme doit ramener vers la marque qu'il produit. Parmi les exemples célèbres de marketing de contenu, on a bien évidemment le guide Michelin que vous connaissez tous. Parce que si tu roules plus, tu dois plus souvent changer tes pneus. Salopard de Bibendum. Ou bien on a le World Guinness Book des records.
Parce que quand tu casses un record, bah tu veux te mettre une caisse à la Guinness. Bon, pas sûr du move sur celui-là, mais on connaît quand même. Et la WWE, elle propose quoi comme marketing de contenu? Ah oui, c'est vrai, on est sur MTV, c'est donc une télé-réalité. On y suit des aspirants catcheurs essayer de décrocher un contrat avec la plus grosse structure du catch nord-américain, la WWE donc, un nouveau moyen pour cette dernière, qui est encore en plein âge d'or d'étendre son influence et d'attirer de nouveaux publics, comme elle a toujours su le faire. Ce qui nous amène au lancement de l'émission qui a sauvé l'UFC, le TUF, The Ultimate Fighter. Faire une télé-réalité pour l'UFC, c'est un produit qui a du sens dans son époque. Surtout que de toute manière, on prend des risques calculés parce que la WWE et même Donald Trump ont tenté l'expérience avant eux. Mais quoi qu'il arrive, toujours avec un succès beaucoup plus mitigé. Bon, après, TUF 9 n'est pas resté non plus super longtemps à l'antenne. Ça a disparu pour la première fois entre 2004 et 2005, je sais plus exactement, avant de revenir et d'être déprogrammé encore une fois. Contrairement au TUF, qui est toujours pas mort. Mais alors, c'est quoi le TUF ? 2 combattants de renom de l'UFC vont prendre sous leur aile des aspirants combattants avec des records encore en construction et ils vont les entraîner et les coacher pendant la durée de leur camp d'entraînement qui mène au combat entre les 2 coachs. Pendant ces semaines et sous la forme d'un tournoi, les différents combattants vont s'affronter. Et la finale du tournoi aura lieu le même soir que le combat entre leurs coachs. En plus, les tournois, c'est un format qui a fait ses preuves. C'est souvent le meilleur arc dans les mangas et c'est pas pour rien. C'est aussi un schéma de jeu de combat à la Street Fighter ou Mortal Kombat dont les jeunes se sont imprégnés à travers toutes les années 90. Ils sont mûrs les gamins. C'est là où le TUF, c'est un véritable chef-d'œuvre du petit écran. Regardez, reprenons Michael. Je redeviens Michael, attention. Voilà, Michael, un gars de 17 piges un peu white trash dans un endroit bizarre aux États-Unis. C'est parti, ok. Je tombe sur un épisode du TUF sur MTV. Parce que c'est la chaîne la plus populaire de ma tranche d'âge et que la télé-réalité que je regarde à la base est diffusée juste après. J'accroche au programme et sans le savoir, je rentre dans le tunnel de conversion de l'UFC, une formule d'une efficacité redoutable. Au final, le TUF, c'est vraiment 2 publics qui se rencontrent. Les fans de l'UFC qui sont là pour les coachs qui veulent se foutre sur la gueule et les téléspectateurs qui s'identifient plus facilement aux aspirants combattants, leurs rêves, leurs motivations, leurs histoires. Et on va pas se mytho, regarder des combattants jeunes, pas toujours très malins ou très matures, en huis clos, avec de l'alcool pendant plusieurs semaines, c'est du divertissement garanti. Straight up! Like for real! Come on! Come on, dog! Straight up! Avec supplément bagarre. Enough, Judy! Enough, Judy! Ça va créer des séquences mythiques. Des embrouilles qui font monter toutes les rivalités d'un cran. Très important, des mèmes. Des favoris du public, des petits héros, qui vont devenir des stars sur lesquels l'UFC va pouvoir se reposer pour assurer sa pérennité, avec comme finalité le pay-per-view à 80 balles. Vous vous en doutez, mais si on en parle aujourd'hui sur cette chaîne, c'est que le TUF, ça a bien fonctionné, c'est un putain de carton. Hey, I'm not surprised. Le TUF est devenu un rendez-vous immanquable pour les amateurs de la discipline, tout en continuant à séduire toujours plus de curieux. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oula, en fait non, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui le TUF il est un peu sous assistance respiratoire. Plusieurs raisons à ça. D'abord la lassitude des fans, faut dire qu'au bout de 20 ans de programme, c'est normal qu'il y en ait qui soient fatigués. Et ensuite des saisons un peu décevantes, hein. L'intérêt il est au plus bas. Ensuite parce que l'UFC a mis en place un autre programme pour les jeunes prospects, les Dana White Contender Series, qui servent de porte d'entrée sur l'UFC pour les jeunes prospects. Et c'est peut-être surtout pour éviter qu'ils aillent signer ailleurs. Et qui comprennent qu'ils peuvent gagner leur vie correctement aussi. Avec comme tête d'affiche Sean O'Malley, le combattant typique dans les petits papiers de Tonton Dana, belle gueule, exubérant, trash talker, gros cogneur. En plus, avec tous les nouveaux canaux de communication et toute la thune dont dispose l'UFC, la fédération n'a plus besoin d'un show télé pour créer du storytelling. Aujourd'hui, ils produisent leurs propres documentaires sur leur chaîne YouTube pour imposer leur propre narratif. Ils font des gigantesques conférences de presse où tous les combattants essayent d'être la nouvelle sensation du trash talk. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that?
Et tout ça sans compter le nombre hallucinant de créateurs de contenu qui se font le relais de l'UFC. On est constamment abreuvé d'images chocs, de gros KO, de belles soumissions et de hot take dans tous les sens. Sans compter les compilations et je sais pas quoi. Dans la cage, tous les combattants chassent les bonus pour mettre du beurre dans les épinards, quitte à se mettre en danger volontairement. L'objectif, c'est de pousser les combattants à prendre des risques pour faire le spectacle. Parce que oui, à part les main eventers, la plupart des fighters, pour ne pas dire l'intégralité, ils vivent leur rêve mais dans des conditions quand même vachement précaires. Ce qui nous rappelle en permanence pourquoi ce sont les minorités et les prolos qui sont surreprésentés dans les sports de combat. Les risques qu'ils prennent créent des gros chaos, des soumissions, des guerres pour inonder les réseaux sociaux de séquences chocs qui deviennent facilement virales et qui rapportent un max de thunes surtout. L'UFC est devenu une machine extrêmement bien huilée, à l'image de son gestionnaire Dana White, qui flaire la thune comme un requin flaire l'odeur du sang. Donc pour s'en sortir, l'UFC a dû assainir son sport de sa réputation sulfureuse, muscler son storytelling pour créer des rivalités explosives et créer des stars au-delà des résultats sportifs. Une sacrée mission sauvetage relevée par Dana White et les frères Fertitta. Et n'oubliez pas, si l'UFC s'en est sorti, c'est avant tout en développant sa marque et en faisant tout sauf organiser des soirées de MMA. J'aime pas le mot, mais Sal Show, il a été assez visionnaire, hein. Voir le potentiel du sport, c'est une chose, mais le développer comme il l'a fait, c'est le boulot d'une vie. De la même manière, lui qui était farouchement imposé à l'ouverture de l'UFC aux femmes, il s'est engouffré dedans dès qu'il a eu l'opportunité de faire grossir sa marque grâce à Ronda Rousey. Et donc faire des sous, faut pas déconner non plus. Visionnaire et opportuniste. Voilà, c'est mieux. Donc, si jamais vous passez par là et que vous avez une ligue sportive à l'agonie, voici mon conseil. Pompez tout, pompez jusqu'à plus soif. Trouvez un truc similaire qui fonctionne mieux que le vôtre et pompez-le. Après, regardez l'UFC, la WWE, c'est un scandale. Enfin, peut-être pas un scandale, mais enfin, ouais, ça commence à se voir. Aujourd'hui, le seul truc qui sépare les deux disciplines, c'est qu'il y en a une, c'est pour de faux. C'est fictif, mais c'est pas pour de faux. Enfin, vos gueules, les fans de catch, on se sait. Alors que les ponts entre les deux disciplines ont toujours été présents. C'est dingue de voir le nombre d'athlètes qui fait la navette entre les deux. Ken Shamrock, Brock Lesnar, Ronda Rousey évidemment, mais aussi Matt Riddle, Minoru Suzuki ou CM Punk. Oui, j'ai dit qu'ils faisaient la navette, hein, j'ai pas dit que ça fonctionnait à tous les coups non plus. CM Punk. L'histoire d'amour qui dure et qui s'invite partout. Pas de politique dans mon sport, sauf dans le bureau ovale et dans mon octogone. Et d'ailleurs, en 2023, l'UFC et la WWE ont fini par se dire oui et fusionner. La preuve d'une vision commune du divertissement à travers le storytelling plus qu'à travers le catch ou le MMA. Et ça en vrai, c'est pas une critique ni une petite morale à la con de ma part, ça donne de l'enjeu, moi j'aime bien. Je trouve ça juste intéressant qu'on passe du sport au spectacle vivant, et que paradoxalement, plus le temps avance, plus le MMA colle à sa réputation des premières heures. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Ce sont les gladiateurs des temps modernes. Et encore une fois, deuxième disclaimer, je parle d'un point de vue assez extérieur. En tout cas, je sais qu'il y a forcément des fous du bus qui aiment regarder 25 minutes de Aljamain Sterling contre Henry Cejudo faire du grappling. Moi aussi j'aime bien, juste je comprends pas tout. Mais on va pas se mentir, l'UFC préférera toujours booker des combattants spectaculaires. Mais encore une fois, c'est une stratégie comme une autre. Et au moins, c'est une stratégie qui fonctionne. Commercialement parlant en tout cas. Voilà, je suis pas sûr qu'avoir fait juste une ligue de grappling ça aura aussi bien fonctionné que l'UFC. Mais à l'occasion, refaites-vous la rivalité entre Conor et Khabib, dont je me suis servi pour introduire cette petite vidéo. Pensez à tout ça, tranquillement, et posez-vous la question pourquoi j'étais plutôt du côté de l'un ou de l'autre. Tout ce qui fonctionnait dans le TUF s'est intégré organiquement au sein du fonctionnement de l'UFC. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'UFC, c'était marrant de se replonger un petit peu dans tout ce bordel. Si la vidéo était sympa, on lâche un like et on s'abonne, ça coûte rien et franchement ça donne envie de continuer. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci, salut les gens!